Des jeunes de la droite populaire. Donc la droite populaire, c'est un collectif de parlementaires, donc une quarantaine de parlementaires qui a été créé à la suite des élections régionales de 2010, donc qui a été fondé notamment cette date symbolique pour nous qui est le 14 juillet. Donc en 5 mots, on peut résumer la droite populaire donc avec ces 5 mots forts qui sont l'ordre, le mérite, la nation, la sécurité et aussi la République. Et donc pour continuer son développement, la droite populaire entend présenter une motion au congrès de l'UMP, donc qui aura lieu mi-novembre, et donc signé par 22 parlementaires de la droite populaire. Et donc pour relayer toutes ces idées de la droite populaire, le mouvement jeune de la droite populaire a été lancé en novembre 2011 déjà. Nous avons organisé avec des députés qui étaient déjà présents de nombreux événements de café politique, et notamment des actions plus militantes en tractant notamment et en faisant une pétition contre le droit de vote des étrangers aux élections locales, notamment à la sortie du congrès des maires de France. Et donc, mais nous sommes officiellement structurés depuis 3 semaines, donc comme vous avez pu le voir, nous avons effectué notre conférence de presse, on a eu de nombreuses retombées médiatiques, et donc c'est aujourd'hui le premier café politique des jeunes de la droite populaire dans le cadre du lancement de la campagne de la droite populaire pour son dépôt de motion. Donc, il faut savoir que les jeunes de la droite populaire sont un mouvement national, aussi bien présent en Ile-de-France qu'au sein de la majorité des régions françaises. Donc si vous souhaitez avoir des informations sur la droite populaire dans votre région, à Paris ou nous rejoindre, je vous invite à nous parler à la fin du café politique, ou tout simplement à nous consulter sur notre site internet jeunedroitepopulaire.fr. Donc maintenant je vais vous laisser Pierre Gentier, vice-président et qui a été chargé d'organiser l'événement, va vous parler plus amplement de cet événement. D'abord remercier les députés d'être venus ici ce soir. Je vais également remercier les délégués régionaux jeunes de la droite populaire. Je suis avec un appareil photo, c'est Jean-René Lager qui nous vient du sud, région PACA. Pour la Bretagne, s'est déplacé également Jean-Eudes Vénard. On a Vincent Richelet qui est également de la Bourgogne. On a Édouard Josse, Rhône-Alpes. Enfin, on a vraiment plein de gens qui sont déplacés. Je tiens également à remercier Marat Basile, le responsable de la grande structure de Sorbonne qui s'est déplacé. Et à vous tous, qui vous êtes déplacés ici pour assister à cet événement. Vous êtes très nombreux ici ce soir, et à vrai dire, ni moi, ni Alexandre, ni Pierre Albéric, nous attendions en temps de monde. En fait, on avait juste comblé cet espace, on a doublé 2 fois. Vous êtes très nombreux donc ici ce soir, ça témoigne de l'intérêt et de l'engouement qu'il y a vis-à-vis de la droite populaire. Nous, les jeunes de la droite populaire, nous sommes honorés d'être à vos côtés, monsieur les députés. Comme vous, nous pensons que la droite populaire, c'est une droite de valeur, c'est une droite décomplexée, une droite qui s'assume et qui trouve ses fondements dans des valeurs cardinales que sont, l'a dit Alexandre, l'ordre, la nation, la sécurité, le mérite et la République. Ce sont ces valeurs qui nous ont permis de faire un score plus qu'honorable à la dernière présidentielle, un score qu'aucun sondage n'avait prédit jusqu'alors, avec une stratégie certes critiquée, une stratégie du buisson, une stratégie droitière, mais en réalité stratégie au peuple, qui nous a valu de finir avec les honneurs, à détruire. Seulement voilà, aujourd'hui, tout le monde se réclame du sarkozysme. Certains vont même jusqu'à créer des mouvements, j'ai entendu, à la gloire de Nicolas Sarkozy. Dès lors, chacun veut un bout de la croix du Christ. Chacun veut le bout de la croix du Christ, et même certains Judas, paraît-il aussi, d'une vice-personne. Nous sommes la droite qui a le mieux, je pense, soutenu Nicolas Sarkozy pendant la campagne, la droite la plus en phase avec ses idées, la droite dont l'UMP c'est le plus inspiré. C'est un secret d'opération. Et aujourd'hui, nous sommes hélas dans l'opposition. Mais nous sommes dans l'opposition, à chaque défaut son inconvénient, nous allons pouvoir nous repenser notre structure, repenser notre pensée politique, notre idéologie. Il nous faut donc nous interroger sur ce que doit être la droite de demain, et c'est justement le titre de l'événement, du café politique, l'objet du café de ce soir. Et avant d'entamer ce débat, je vais donner la parole à M. Thierry Mariani qui va dire quelques mots. D'abord bravo, pas pour la clim de la salle, mais bravo pour être venu aussi nombreux. Et puis, c'est vrai que c'est une surprise parce que vous êtes lancé il y a une quinzaine de jours. Et finalement, je vois que
regarde un peu ce qui se passe sur Internet, votre mouvement est plutôt un mouvement qui est dans le bon sens et qui entraîne de plus en plus, je vois un certain nombre de jeunes à se poser des questions sur l'avenir de notre mouvement. Alors on est venu avec Lionel Lucas, Dominique Tian, Patrice Bercher, Bernard Rennes, Jean-Marc Moufbeau, j'ai oublié personne, et Eric Raoult qui en ce moment sur le plateau de film doit nous rejoindre normalement, il débat sur les pièces d'identité. On est venu simplement un peu pour discuter de notre motion. Je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Pendant 5 ans, on est dans l'opposition. Qu'on le veuille ou non, même si la défaite a été faible, elle est réelle. Nous avons perdu cette élection et tout l'enjeu, je pense, des élections qui vont se dérouler au sein de l'UMP, il est à la fois de choisir celui qui sera le leader de l'UMP, mais aussi celui de choisir une ligne politique. Et c'est la première fois qu'au sein de l'UMP, on a ce débat. L'UMP a été créé depuis 2002, lapsus. Ça fait 10 ans que l'UMP existe. Et en réalité, pendant ces 10 ans, on a été aux affaires. Et jamais l'UMP ne s'est posé la question quelle ligne politique nous voulons réellement que nos militants, que nos responsables défendent. Pour faire très bref, pour laisser la parole aussi à mes collègues, pourquoi on a présenté cette motion? Vous l'avez dit, il y a 2 ans, on a créé le collectif de la droite populaire. Chez nous, il n'y a pas de vedette. Plutôt, tout le monde est dans sa circonscription, j'allais dire, acharné sur ses idées. Tout le monde a été, quels que soient nos postes, acharné à défendre certaines conceptions de la France dans l'hémicycle quand nous étions députés. Et en réalité, le drame de la droite française, très souvent, c'est qu'elle est à droite avant les élections et au centre une fois qu'elle a gagné. Et ce qui nous rejoint, c'est que nous voulons simplement qu'à l'avenir, on soit à droite avant les élections, mais aussi à droite après les élections. Et pour faire très simple, je ne vais pas vous détailler notre motion, vous l'avez sur Internet, vous la recevrez quand vous voterez. C'est vrai qu'un certain nombre de motions, il y en a 6, il y en a 3 ou 4 qui se ressemblent. Parce que je rejoins ce que tu disais, un certain nombre de motions sont sur l'ordre, le mérite de la nation. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? D'abord, c'est que la nôtre existe. Nous sommes un groupe de parlementaires qui travaillent depuis 2 ans. Depuis 2 ans ensemble, qui sur tous les débats, Dominique Tian, quand il s'agissait par exemple des fraudes, a été le premier à s'avancer sur les dossiers comme l'AME et sur tout ce qui concerne les fraudes. Je vois Lionel qui, sur les dossiers d'immigration, était aussi présent. Jean-Marc, sur les dossiers qui concernaient la mondialisation, à chaque fois a été aux avant-postes. Et si je prends Bernard ou Patrice, chacun dans leur spécialité, Bernard par exemple sur les dossiers agricoles ou alors sur la prévention de la délinquance, donc tu avais fait un gros travail. À chaque fois, on a essayé de défendre des idées en allant jusqu'au bout, quitte par moment à bousculer un peu le gouvernement. Alors qu'est-ce qui fait la différence de notre motion? Pour finir, une présentation très brève, c'est de dire que le texte qu'on présente, on l'a vécu pendant 2 ans à l'Assemblée nationale, et on veut, dans les années à venir, faire en sorte que notre mouvement ne déçoive plus ses électeurs. Quand on a perdu cette élection présidentielle, c'est vrai qu'on a perdu avec un écart très faible. Aucun sondage ne donnait un écart aussi faible. Il n'en reste pas moins qu'on a perdu, et surtout, je pense qu'ils doivent tous nous interroger, c'est les 2 millions de votes blancs. Dans les 2 millions de votes blancs, on a tous dans nos entourages des personnes qui nous ont dit, 2007 on nous a fait confiance, vous n'êtes pas allé assez loin sur un certain nombre de dossiers. Sur un certain nombre de dossiers, au début de mandat, en fin de mandat, il y avait le discours, il y avait l'attitude, mais il y a eu quand même un certain flottement à un moment. Et donc, le sens de notre motion, c'est de dire, d'abord, comparé à toutes les autres motions, nous avons été les premiers à dire oui, aujourd'hui, il faut être clairement à droite. On constate que c'est à la mode, simplement il serait bien que ce soit à la mode aussi quand on est au gouvernement. Et donc, je dis sous forme de boutade, attention dans cette campagne entre les différentes motions, choisissez l'original, luttez contre les contrefaçons. Et puis deuxièmement, choisissez aussi une attitude qui consiste, au-delà de faire des propositions par moments un peu séduisantes, mais dont on sait qu'elles sont absolument irréalisables. J'entends dire par exemple qu'il faut des quotas de journalistes dans les radios, etc. Très franchement, après, quand on commence avec les quotas, on ne sait jamais où ça finit. Mais d'autre part,
chacun sait très bien que c'est totalement démagogique. Donc on est sur des propositions concrètes, on est sur des propositions qu'on a montré pouvoir tenir quand on était à l'Assemblée, et puis en conclusion, je dirais on est surtout sur une attitude. Pendant 5 ans, aucune concession à la gauche. Nous sommes dans l'opposition, nous ne sommes pas là pour leur faire des cadeaux, nous ne sommes pas là pour appeler éventuellement, dans certains cas, à voter socialiste au nom de je ne sais quel péril imaginaire. Nous sommes résolus à profiter de cette période pour le moment où nous reviendrons aux affaires, et bien avoir une UMP qui soit décidée cette fois à aller jusqu'au bout de la totalité de ses engagements. Voilà, aller jusqu'au bout de la totalité de ses engagements, c'est un peu notre leitmotiv et c'est ce qui nous rassemble. Merci en tout cas d'être là. Rapidement, parce que je peux avoir des questions. Moi aussi, je suis très heureux de voir tous ces jeunes, pas seulement le nombre qui est quand même étonnant, mais nous sommes tout à fait conscients qu'il faut absolument que les jeunes s'engagent dans la vie politique. Je ne veux pas dire que nous avons des cheveux blancs, mais faire de la politique, c'est penser à la génération qui vient après. Et le fait que cette génération s'implique, la conscience qu'elle doit prendre son destin en main, est parfaitement essentiel pour nous tous. Deuxièmement, tu as dit tout à l'heure une chose très intéressante, beaucoup de choses intéressantes. Tu as fait allusion au fait que finalement dans cette campagne, nous avons le fer de lance de la campagne de Nicolas Sarkozy, mais que l'opposition, ce n'est pas, je dirais, une espèce de malédiction. On n'est pas là pour attendre 5 ans en attendant une espèce de revanche en 2017. C'est un temps pour travailler, c'est un temps aussi pour se remettre en question, c'est un temps aussi pour faire des propositions et pour avoir des idées. Et c'est là où c'est très important que vous soyez très présents parce que pour être novateur, bien sûr, on a besoin de vous, que vous fassiez des propositions et je crois que c'est la feuille de route qui se concrétisera dès 2014, puisque là on aura une échéance qui est essentielle. Et quand je vois tous ces jeunes rentrer dans les conseils municipaux, c'est vous qui devez progressivement incarner cette nouvelle génération, mais il ne s'agit pas pour vous seulement qu'on vous adresse la parole, qu'on vous invite à des cafés, à des séances très sympathiques. Il faut absolument que vous investissiez l'ensemble de ces conseils municipaux. Ça doit être absolument votre feuille de route, et je crois que c'est notre génération aussi à faire le maximum pour que vous ayez cette place-là. Voilà, je vais arrêter mon propos parce que mes collègues aussi vont parler, il ne faut surtout pas monopoliser la parole. En tout cas, un grand bravo, et votre présence et la qualité incarnent beaucoup d'espoir pour l'avenir. Merci beaucoup. Moi, je vais être très bref. Simplement, je voudrais dire que je suis vraiment surpris de voir autant de jeunes présents aujourd'hui comme vous. Je crois que c'est important que la droite populaire s'organise. Il est important qu'elle s'organise autour de la jeunesse. Comme vient de le rappeler Bernard, c'est grâce à vous que demain on construira la France. Et on a besoin que vous investissiez. Jusqu'à présent, la droite populaire, c'était que des députés. Nous avons fait le choix de nous élargir. Et l'élargissement vis-à-vis de la jeunesse, c'est aussi une surprise vis-à-vis de ceux qui auraient pu penser qu'on resterait uniquement à l'Assemblée nationale à faire quelques coups de temps en temps ou à produire un certain nombre d'amendements un peu gênants. Et le fait de nous retrouver nombreux à porter les valeurs de la France, les valeurs de la droite populaire que nous défendons sur l'ensemble du terrain, c'est aussi ce qui nous permettra demain, le 18 novembre notamment, d'avoir une motion qui rallie un maximum de voix, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est 18 novembre qui donnera le là pour les 5 prochaines années. Donc il est important que chacun et chacune d'entre vous, eh bien, vous investissiez dans cette motion de la droite populaire sur l'ensemble de vos départements et de vos villes, afin de convaincre vos aînés et puis les militants de voter pour cette motion. Il en va, bien entendu, des valeurs que l'on défend. Merci à vous. Voilà, juste un petit mot, mais pour vous dire qu'on avait commencé déjà à être le poil à gratter du groupe à l'Assemblée nationale pendant qu'on avait pu voir. C'est encore beaucoup plus facile maintenant qu'on l'a perdu, et donc les esprits sont en train d'en libérer. Alors le travail continue, il continue d'ailleurs avec beaucoup de force, puisque jeudi matin, je serai le rapporteur pour l'UMP du texte sur la ME, l'aide médicale d'État. Premier sujet dont avec Thierry on en avait parlé avec Lionel et les autres, en disant tout simplement pourquoi quand on est entré illégalement sur le territoire national, on a plus de droits
qu'un Français ou même qu'un étranger qui est entré légalement sur le territoire national. Voilà, ça paraissait quand même absolument hallucinant qu'il faille plutôt rentrer illégalement sur le territoire national pour être mieux traité. Ou le forfait de 30 €, les soins d'urgence, la fin des procréations médicalement assistées pour la filière chinoise ou d'autres personnes qui venaient, comme par hasard, demander d'être réfugiés politiques en France et qui éprouvaient un besoin absolument irrésistible d'avoir un enfant pendant cette période. Ce qui paraissait quand même quelque chose d'un petit peu évident, un petit peu étonnant, et je ne veux pas passer les cures médicales, les cures thermales et le reste. Donc on a mis fin à cet excès, qui coûte d'ailleurs plusieurs centaines de millions d'euros. Les socialistes, dans leur première mesure, ont décidé d'arrêter ça parce que c'était une injustice. C'est insupportable, donc le groupe UMP a profité de sa première niche pour le dire, écoutez, donc on va essayer de revenir dessus. Je serai donc le rapporteur de ce texte qui n'a aucune chance d'être adopté, et ça veut dire que nos idées continuent. On l'a fait la semaine dernière, vous savez, un exercice un petit peu amusant, puisqu'on s'est dit aussi, avec la bénédiction des députés de la droite populaire, après tout, pourquoi il y a 300 000 personnes en France qui ne paient pas leur note d'électricité. Voilà. Il y a 300 000 personnes qui paient 5 à 10% de leur note d'électricité. Le problème, c'est qu'ils consomment 3 fois plus que les autres Français. Ce sont les gens de l'EDF. Alors ça nous paraît insupportable que quand on est salarié du privé, on soit traité différemment d'un salarié du public, et que si ça n'était que les seuls avantages tarifaires des agents de l'EDF, ça serait déjà assez peu supportable et assez peu conforme à l'esprit du modèle. Mais en plus, quand on fait le cumul des avantages des agents de l'EDF, ça nous paraît à un moment ou l'autre insupportable. Donc on s'est dit qu'après tout, on allait continuer à être le poil à gratter de cette opposition. Et troisième élément, parce que vous allez voir ça apparaître, on s'en est tous occupés de votre populaire de nuit, je pense notamment à Patrice et à d'autres, nous avons instauré le jour de carence. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, quand vous êtes en privé, vous êtes 3 jours de carence, quand vous êtes en maladie. Dans le public, il y avait 0 jour de carence. Nous l'avons imposé au gouvernement de l'époque. Les chiffres sont exceptionnels. Voilà, c'est déjà plus de 200 millions d'euros qui ont été économisés par la fonction publique. Et les directeurs d'hôpitaux publics, supplient le gouvernement de ne pas arrêter cette mesure qui leur a déjà économisé plus de 60 millions d'euros à diminuer l'absentéisme dans les hôpitaux de plus de 20%. Il est prévu que le groupe des socialistes revienne dessus, ce qui évidemment est insupportable pour des gens comme nous. Donc nous continuons le combat à l'Assemblée. Merci de votre présence et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Bonsoir, Lionel Lucas, Alpes-Maritimes. Avec Thierry Mariani, nous sommes quelques-uns, mais on est beaucoup d'autres également dans ce groupe. Quand nous avons voulu faire la droite populaire, c'était juste pour rappeler à notre mouvement, l'UMP, qu'il y avait un mot important qui était le mot populaire. Je vous rappelle que le quinquennat a été gâché en partie par le président Bling Bling. Et qu'on est arrivé à faire croire à ceux qui avaient voté pour lui qu'après tout, on n'était là que pour défendre les riches. Et ça a laissé des traces un certain temps, et ça nous a coûté aussi quelques voix à l'arrivée. Et notre mouvement a parfois aussi oublié qu'il n'était pas simplement que le défenseur des grands groupes d'entreprises. Il pouvait aussi défendre les petits patrons, les commerçants, les artisans. Et pour l'avoir oublié en cours de quinquennat, nous l'avons aussi un peu payé. Et on assiste aujourd'hui, après la défaite qui était programmée, qui n'a pas été déshonorante grâce à la campagne formidable qu'a fait le président, qu'a fait aussi notre mouvement, et vous en particulier, et bien d'autres. Mais quand même, je pense que nous n'échapperons pas à un devoir d'inventaire. Dans la logique de la campagne interne, tout a été parfait. Nous n'avons perdu qu'à cause de la crise. C'est faux. Nous aurions pu gagner malgré la crise. Si nous avons perdu, c'est que nous n'avons pas fait la politique pour laquelle nous avions été élus. Ne pas reconnaître ses fautes, c'est se condamner à perdre encore la prochaine fois. Donc il faut que nous ayons passé le moment du congrès où qui se vendent d'être encore plus sarkozystes que Sarkozy lui-même. Il nous faudra à un moment donné quand même bien regarder ce que nous avons raté et ce que nous n'avons pas fait. Et d'ailleurs ça a été l'objet de la création de la droite populaire. Pourquoi voulez-vous que nous nous constituions à l'intérieur d'un mouvement où nous siégions? C'était parce que nous considérions que nous ne respections pas le contrat de 2007. La droite populaire, c'était de dire il y a des engagements qui ont été pris sur un certain nombre de sujets difficiles.
moi j'ai défendu les conditions d'acquisition de la nationalité. Le problème de la nationalité est posé. Il l'est encore davantage avec les événements récents qui montrent que ce pays fabrique aujourd'hui des anti-français. Il ne se contente pas de fabriquer des gens qui se foutent de la France, il arrive même à fabriquer des gens qui haïssent la France. Et ces gens qui haïssent la France sont soit issus de parents étrangers ou de parents français. C'est une réussite extraordinaire. Donc, l'enjeu, l'un des enjeux importants et vitaux, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour redonner l'envie d'être français à tous ceux qui sont sur ce sol de France. Et je le répète, quelles que soient les origines. Alors on nous caricature à l'envie, et parce qu'on a fait une plaisanterie un jour de faire un apéro saucisson vin rouge par provocation, mais la parole n'est pas tellement libre dans ce pays, mais ça n'est pas grave, on veut nous coller automatiquement avec le Front National. Et ça, c'est le grand délire paranoïaque des médias et de nos adversaires politiques, généralement, c'est souvent les mêmes. Et cette chasse aux sorcières qui ne dit pas son nom, de la part de petits néo-staliniens, nous devons le réfuter, parce que ce qui nous différencie du Front National, c'est pas forcément le constat, bien sûr, parce que ce que l'on peut dire et ce que l'on voit est une évidence. C'est sur les solutions. Nous ne pouvons pas être d'accord avec un parti qui est dans la démagogie permanente, qui affirme des choses dont il sait très bien qu'elles sont inapplicables. Et donc, nous n'avons aucune raison de faire le lit d'un parti démagogue et extrémiste. Dans le débat qui s'ouvre au sein de l'UMP, je pense que nombreux sont les jeunes qui ont de l'ardeur, qui ont de la vivacité, qui ont du tempérament, et qui n'ont pas forcément comme ambition d'être un jour à la place de ceux qu'ils écoutent. Ils le seront, et c'est tant mieux, mais qui au fond d'eux-mêmes ont autre chose, l'envie vraiment de servir leur pays. Et moi je suis fatigué des jeunes quand j'en vois, lorsqu'ils sont uniquement comme des mouches du coche, uniquement dans la traînée du parlementaire. Ce qui me plaît, c'est les militants qui se battent, qui vont sur le terrain, qui défendent là où ils sont leurs idées, à l'université, au lycée, sur leur lieu de travail. J'arrive à faire péter le micro. Mais on a besoin de vous. On n'a plus le droit de parler. Mais je veux simplement que vous vous mobilisiez pour nous permettre d'être quelque chose au sein de l'UMP. On a besoin de gens qui croient encore à la patrie. L'émotion, c'est une présentation, je le dis pour les collègues, tout à fait respectable. On sait ceux qui sont humanistes, on sait ceux qui sont sur le thème social, mais il y en a quelques-uns, je le dis très clairement, qui sont là uniquement, un peu pour nous écorner, parce que nous, on n'est pas tenables, parce qu'on a notre liberté de parole. Et en même temps, pour être dans la surenchère, qui ne sera jamais suivie d'effets. Les effets de manche, c'est facile. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on a fait avant. Et nous devons être humbles parce que quand nous avons eu le pouvoir, nous n'avons pas fait tout ce que nous pouvions faire. Les conditions d'acquisition de la nationalité, moi je suis heureux de voir que l'un des prétendants le met dans son programme, c'est bien. Et simplement, il l'a refusé quand il était Premier ministre. Je l'ai déposé l'amendement, il l'a refusé. Et quand on l'a obtenu de Claude Guéant, ça a été évincé par la commission mixte parlementaire avec le Sénat. Donc on peut le remettre en proposition d'aujourd'hui, c'est bien, ça fait plaisir. Et je vous rappelle quand même que c'était la loi Pasqua de 93, et à l'époque il y avait une majorité qui avait eu le courage de le faire. Et qu'en 2010, il n'y a eu aucune majorité pour avoir le courage de le faire. Si c'est ça la droite, alors dis donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc il faut qu'on reste humble, qu'on reconnaisse nos insuffisances, mais je le dis, on a besoin des jeunes. C'est vous qui devez tout balayer, qui devez créer la surprise dans les motions qui seront votées. On n'a pas besoin de caciques, de notables. Nous, on s'en fout. On est libre. Personne ne nous tiendra. Et ce que l'on veut, c'est qu'effectivement, comme un certain mouvement dans notre mouvement, et comme il y a eu, par exemple, au moment du Trocadéro, au moment de la place de la Concave, il y ait vraiment cette allure et cette fierté. J'allais presque dire le pont d'Arcole, Bonaparte, etc. Oui, on brûle pour notre drapeau, pour notre pays. On n'est pas prêt à renoncer. Et si les jeunes ne sont pas capables de cette flamme, moi je ne sais pas ce qu'il faut. On n'ira pas sortir les vieux des esprits pour ça. Bravo.
vous dire quelques mots. Il faut dire que malgré mes cheveux blancs, moi je me sens très très bien avec vous ce soir. Très heureux de voir les jeunes se lever, les jeunes mobilisés et suivre la voie que nous avons essayé de tracer depuis ce fameux 14 juillet 2010. Comme l'ont dit mes collègues, effectivement, nous ne nous retrouvions pas par rapport à nos engagements. Et il y a peut-être là, il y a peut-être là des explications à trouver à notre défaite du mois de mai. Il faut dire que quand la droite n'est pas de droite, ben oui, ça crée l'extrême droite. Et cette extrême droite, nous n'avons rien à voir avec elle. Je suis Toulonnais, et j'ai vu le Front National à l'œuvre pendant 6 ans dans la mairie de ma ville. Ils ont fait reculer la ville de 20 ans. Et n'ont absolument d'ailleurs pas appliqué les idées saugrenues qu'ils agitent, parce que c'est facile de faire des constats, mais de trouver des solutions et de les mettre en pratique, c'est autre chose. Et ces gens-là en sont totalement incapables. J'en ai la preuve, je l'ai vécu quotidiennement pendant 6 ans dans ma ville de Toulon. Mais qu'aujourd'hui, oui, nous avons le droit de défendre la France. Oui, nous avons le droit de défendre ses valeurs. Oui, nous avons le droit de défendre nos territoires, notre histoire et nos origines. Et je crois qu'aujourd'hui, la motion que nous présentons est l'aboutissement de cette réflexion et le fait que vous soyez fédérés pour nous rejoindre et alimenter aujourd'hui ce débat, mais surtout pour répandre la vague de conviction dont nous avons besoin. Merci à vous de venir nous rejoindre. Le 18 novembre doit être un grand jour pour la droite populaire. Nous devons atteindre ce seuil de 10% qui permettra à notre mouvement d'exister, de se créer et surtout d'être représenté dans les instances du parti. Alors moi, ce que je vais vous demander ce soir, dans vos communes, dans vos villes, dans vos villages, dans vos quartiers, c'est de vous mobiliser autour de vous, d'aller voir tous les adhérents de l'UMP, de défendre notre motion, et je crois que sa rédaction elle-même facilite le dialogue, car tout ce qui est dedans est aujourd'hui dans l'esprit de ce que les Français ne veulent pas perdre, veulent conserver, et dans l'idée de la France qu'ils se font de demain. Alors mes chers amis, jusqu'à la dernière heure, à la dernière minute du dernier jour, allez convaincre autour de vous et faites que le 18 novembre soit pour la droite populaire un soir de grande fête. Merci. Chers amis, ça me fait plaisir de vous voir parce que vous avez réussi à garder vos convictions après être passé dans la formidable machine d'endoctrinement que l'éducation nationale française. Ça, c'est une réalité. Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je ne suis plus député. Je suis en accident de travail. Je fais partie des victimes collatérales des triangulaires du Midi de la France. Je suis dans un des 2 départements qui a donné un des 2 députés au National qui siège maintenant à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas pour ça que j'ai renoncé à mes convictions et c'est pas pour ça que je ne suis pas sûr qu'on ait raison. Alors je partage tout ce qui a été dit, mais il faut qu'on soit capable de faire partager aussi nos convictions. Ces convictions, on les a ancrées en nous, pas pour nos ambitions personnelles, mais pour l'avenir de notre pays. Et lorsque je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je suis choqué par un certain nombre de choses, mais avant tout par l'attitude des médias. Lorsque on a assisté aux primaires socialistes, les médias trouvaient que c'était un extraordinaire exercice de démocratie, alors qu'ils ont passé leur temps à s'insulter avec des coups bas de tous les instants. Chez nous, c'est la guerre des chefs. Alors que je n'ai pas entendu un mot plus haut que l'autre, un petit débordement d'entourage entre François Fillon et Jean-François Copé. Donc dans ce contexte, nous devons être capables de faire la part des choses, de choisir celui qui conduira notre formation politique à la victoire. Je pense très sincèrement que Jean-François Copé est celui qui est le plus à même de le faire, parce que c'est un véritable combattant. Et je vois d'ailleurs que dans sa ville de Meaux, dont il est maire,
le Front National a considérablement reculé, puisque Jean-François Copé a été battu en triangulaire en 1997 et qu'il a été réélu brillamment avec 60% des voix aux dernières législatives avec un Front National avec un score très bas. Donc vous voyez que la mission n'est pas impossible, il y a une condition, c'est que nous défendions nos valeurs. Et c'est pour ça que, avec Thierry Mardiani, Lionel Lucas et tous les autres qui sont à nos côtés, nous portons ces valeurs au sein de la droite populaire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007 ? Quand l'UMP a été vraiment à droite, eh bien, le Front National a été siphonné, et lorsque l'UMP fait de l'eau tiède, le Front National remonte. Donc il faut que vous souteniez cette motion, parce que c'est vrai que les origines de l'UMP sont diverses. Il y a des centristes, il y a des radicaux, il y a des humanistes, il y a des libéraux, il y a la droite traditionnelle que nous représentons, mais il faut que la droite populaire soit renforcée de cette élection du président de l'UMP avec à sa tête Jean-François Copé. Merci. Bonjour à tous, Alexandre Mandil, responsable de la communication des jeunes de la droite populaire. Donc, nous sommes là ce soir pour un débat sur le thème quelle est la droite, quelle droite pour la France. Donc, comme il a déjà été dit, la droite sort de 10 ans de pouvoir et elle est relayée aujourd'hui par une gauche hésitante. Une gauche qui semble découvrir la crise après l'avoir niée pendant toute la campagne. Une gauche qui, devant chaque problème qu'elle affronte, a un mot, c'est-à-dire l'héritage. C'est toujours la faute de Sarkozy. Mais encore une fois, pour un jeune, on est face à une nouvelle désillusion. Il y a eu les désillusions mitterrandiennes, il y a eu les désillusions Chirac, il y a pour certains les désillusions du mandat de Sarkozy. Et voici que même pour une grande part de la jeunesse de gauche, il y a une désillusion avec Hollande. Donc la question que j'aimerais poser à vous, messieurs les députés, c'est comment pouvoir enfin susciter à nouveau l'adhésion à un projet pour la France, rendre à nouveau des valeurs comme la gloire, le panache, l'accroissement de puissance, la fierté d'être français, rendre ces valeurs-là, les ressortir du passé. Ouais. Donc, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Comme je l'ai effleuré tout à l'heure, je vais rebondir là-dessus. Moi, je pense que si vous avez regardé hier le débat de mots croisés sur le terrorisme, à un moment donné, quelqu'un qui s'appelle Aziz Saïri, il a dit ce qui s'est passé, la dérive djihadiste qui concerne même des citoyens français avec des parents français aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sorti de notre passé colonial et qu'on est dans l'excuse permanente, et à force de s'excuser d'être nous-mêmes et de glorifier ceux qui, dans le passé, effectivement, étaient peut-être dominés, aujourd'hui se croient supérieurs à ceux-là même chez qui ils vivent et pour lesquels ils n'ont aucune reconnaissance d'y vivre libre et de manger à leur faim. C'était quand même intéressant de voir que c'était Aziz Saïri qui ose le dire. Parce que chez nous, vous ne trouvez personne pour le constater et pour oser le dire. Donc moi, je vous le répète très tranquillement. Le premier à l'avoir dit, c'était Albert Camus. Hein, il y a un peu plus d'un demi-siècle, il avait dit « Il est bon qu'une nation sache reconnaître ses fautes, ses erreurs, ses grands, mais en même temps, il est criminel qu'elle se considère comme seule coupable et qu'elle se voue à un repentir permanent. » Et il disait bien, c'est dangereux pour l'avenir. Et bien on est en plein dedans. Alors comment redonner un sentiment de fierté et d'appartenance? Ça commence à l'école de la République. L'école de la République doit être l'école de la nation. Il se trouve que la France, c'est pas n'importe quel pays dans le monde. C'est un pays qui porte des valeurs. Nous passons notre temps dans la vie politique à parler des valeurs sans jamais citer lesquelles. Nos valeurs, elles sont universelles. Elles sont celles de l'ancien régime pour ce qu'il était dans une époque, de l'Empire, mais parce que je vous signale quand même que les étudiants de Ljubljana en Slovénie, ils ont un monument à la gloire de Napoléon, à qui ils sont reconnaissants de leur avoir permis de parler le slovène. Et il n'y a pas un jeune Français qui le sait forcément.
parce que son prof lui aura jamais dit, puisqu'il est lui-même ignorant, et qu'il ne peut pas lui apprendre quelque chose qu'il n'a jamais appris, qu'il ne sait pas et que de toute manière il déteste. Donc tout ça, ça part de loin, ça veut dire qu'il faut reformer des générations de professeurs dans de nouvelles écoles normales, où effectivement apprendre la nation, c'est pas apprendre le nationalisme, c'est apprendre tout ce que la nation française a apporté au monde. Au pied du monument de la Croix de Lorraine, à Colombey, il y a deux phrases. Il y a la seule querelle qui vaille, c'est la dignité de l'homme. Il y a l'autre à côté, qu'on oublie un peu trop en ce moment. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. L'un ne va pas sans l'autre. Et cela fait 20 ans que nous capitulons sur nos valeurs et ce qu'a été la grandeur de la France. Bien sûr, la France a commis des erreurs, des fautes, dans le contexte d'une époque. Pour autant, elle a apporté tellement au monde que le monde entier, à la fois nous envie, nous allouge, mais en même temps nous admire. C'est ça qu'il faut faire passer à l'école de la République avec des jeunes Français issus de parents français, mais des jeunes qui ne sont pas encore français ou qui le sont automatiquement issus de parents étrangers. Et ça n'exclut pas l'histoire des autres. C'est leur dire qu'on a eu parfois des histoires en commun, parfois des histoires qui se sont opposées, mais que cela n'a pas d'importance, qu'aujourd'hui on bâtit quelque chose. Donc, il faut de nouveau un corps d'enseignants qui n'est pas là pour apprendre qu'on est citoyen du monde, ce dont on se fout. Un corps d'enseignants qui n'est pas là pour dire qu'il faut protéger l'environnement et quand les mômes sortent du lycée, il faut tout leur papier, leur canette de bière dehors et qu'on n'en a rien à foutre. Il faut des jeunes que l'on fabrique comme aimant leur pays parce que c'est le pays de la liberté et pour ceux qui sont étrangers, ça n'a pas de prix. Moi je suis moi-même fils d'étranger. Quand je disais alors mon pays c'est quoi? C'est la Roumanie ou c'est la France? Mon père m'a dit ton pays c'est celui qui te permet d'être libre et de manger à ta faim. Le reste, ça ne compte pas. Et c'est ça que nous devons réintroduire dans l'école de la République. L'histoire de la nation, elle est généreuse, elle est ouverte, elle n'est pas repliée comme le voudrait souvent et trop souvent le Front National. Alain Mimoun a été décoré de la Légion d'honneur, il était à Monte Cassino pour la prise de Rome. Le sergent Ben Bella, futur chef de l'indépendance algérienne, y était aussi. On peut parler de tout avec des jeunes issus de différents milieux, mais à un moment donné, on a été en commun. Donc, l'école, c'est important. Et le deuxième point, pour rendre la fierté à une jeunesse, je suis désolé, alors ça sera un bon test aujourd'hui, mais moi je crois qu'il faut de nouveau un service national rénové, adapté à notre époque. Il ne s'agit pas de faire 1 an, 10 mois comme avant, il s'agit de faire entre 16 ans et 18 ans pour ma part, c'est une proposition que j'ai faite, quand on n'est pas encore intégré dans le monde direct, entre 16 et 18 ans, 1 mois par an, l'été, dans les collèges vides, dans les lycées vides, au pied d'un drapeau, avec un encadrement militaire de gens de l'armée de réserve, pour réapprendre ce qu'est la nation, quels sont les droits, quels sont les devoirs, peut-être favoriser des bilans professionnels de santé, repasser le permis de conduire, en tout cas l'épreuve écrite, voilà, donner un goût, un attrait pour les jeunes d'y être, et en même temps éduquer des jeunes qui ne le sont pas dans leur famille. Nous n'échapperons pas à ça. Je vous signale qu'en 1996, on n'a pas supprimé le service militaire. On l'a seulement suspendu. Et il devait être corrigé par 5 jours, qui est devenu la journée préparation défense, qui fait bien rigoler tout le monde. Bien que le peu d'heures passées à ce moment-là apporte quand même un petit quelque chose. Imaginez si c'était 1 mois. Alors, la fonctionnalité des choses, ça peut se débattre, mais c'est le principe. Et moi, ça m'intéresserait beaucoup ce soir de savoir si, quand on dit à des jeunes d'aller se retrouver ensemble, garçons, filles, de tout quartier, mais pour parler de quelque chose qui nous rassemble, qui est le pays, et pas simplement quand on va au supermarché ou quand on va au stade. D'ailleurs, quand on va au stade, il y a des drapeaux étrangers au lieu du drapeau français. Et ça me paraît important pour constituer une nation et redonner aussi une fierté d'être ce que l'on est. Si on n'en passe pas par là, moi je vous le dis, on sera un pays de communauté, de ghetto et d'affrontement lorsque nous nous rencontrerons. C'est ça qui nous attend pour les 30 ans à venir, et ça a commencé. Parce qu'il y a des quartiers où on ne met pas les pieds. Comme le disait le révérend Père Brut-Berger en 1985, dans un livre dont je tairai le titre parce qu'il me ferait haïr. Il disait dans ce pays, en 1985, un type qui avait fait la résistance et qui était curé, « J'ai connu pendant la guerre la manifestation de la guerre par le couvre-feu. On nous interdisait de sortir passer
19 ou 20 heures, et c'était vraiment ce qui marquait qu'on était en guerre. Eh bien, dans la France d'aujourd'hui, le couvre-feu existe de nouveau. C'est les quartiers où il vaut mieux éviter de sortir le soir, ou de rentrer le soir, parce qu'on n'est pas sûr d'y rentrer vivant. Ou en tout cas, il faudra courir très vite et passer très vite. Quand on accepte ça dans la République, dans la démocratie qui est les nôtres, eh bien on est des lâches, je vous le dis. Et donc il faut se donner les moyens de reconquérir les endroits où on les a perdus. Ce n'est pas que par la force, ce n'est pas que par la sécurité, ça reprend tout simplement à l'école, avec de nouveaux hussards de la République, des profs, moi j'en connais, qui sont convaincus de faire ce travail pour effectivement une jeunesse et rebâtir ensemble un pays dont on puisse être fier. Alors il y a peut-être d'autres pistes, moi je vous propose celle-là, ça fait partie des propositions que nous avons au sein de la droite populaire, mais ça sera intéressant de vous voir réagir là-dessus.